Bienvenue à tous et toutes pour ce 6e webinaire sur la capitalisation d'expérience. Ce webinaire termine en fait et clôture notre cycle. Nous avons commencé fin mars et nous espérons que depuis en ces quelques mois, vous en avez appris un petit peu plus sur la capitalisation d'expérience, mais surtout aussi que vous avez pu commencer à le faire. Donc, ce cycle de webinaires va se retrouver sur un MOOC que nous sommes en préparation et il fait partie aussi d'un cours en ligne qui existe déjà. Et grâce à cette série de webinaires, nous allons pouvoir améliorer également ce cours en ligne. La série de webinaires a eu lieu dans le cadre de Yenkasa Africa. Yenkasa Africa, c'est une initiative régionale pour l'Afrique destinée à l'agriculture familiale, à la communication pour le développement rural. Et donc, je suis très heureuse d'avoir tant d'organisations issues de l'agriculture familiale qui se sont joints à nous, mais également des personnes qui travaillent avec des moyens de communication, que ce soit la radio, la vidéo. Donc, je suis aussi très heureuse d'avoir ces partenaires présents aujourd'hui. Cette série de webinaires et ce webinaire est organisé avec l'AFAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, et également avec le FIDA, car l'AFAO et le FIDA soutiennent la décennie pour l'agriculture familiale. Et donc, j'ai le plaisir de présenter ma partenaire, Alice van der Helstraten. À toi la parole, Alice. Merci Sophie et bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette 6e et dernière session. Moi, c'est donc Alice, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et je travaille pour le programme FO for ACP, aussi connu comme OP en ACP, pour les organisations paysannes dans l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique, qui est organisé au sein du FIDA. Et je serai là aujourd'hui avec Sophie pour cette dernière session sur la capitalisation des expériences. Donc, en fait, on s'est dit que tout le monde n'avait peut-être pas pu assister à tous les webinaires, et c'est la raison pour laquelle nous allons faire un petit récapitulatif. Donc, commençons par la définition. Et qu'est-ce que c'est que la capitalisation d'expérience? Alors, la capitalisation d'expérience, c'est un processus qui est systématique, itératif, c'est-à-dire qu'on le commence, on revient en arrière, on retourne, donc itératif, participatif, parce qu'on peut capitaliser tout seul, mais on apprendra beaucoup plus si on le fait de manière participative et que l'on le fait avec des gens avec qui on a vécu l'expérience. Et donc, ce processus systématique, itératif et participatif, il permet d'analyser, de documenter une expérience. Et en fait, grâce à ce processus, les connaissances qui en résultent peuvent être partagées avec d'autres, en interne, en externe, être valorisées pour générer des changements. En fait, le mot capitalisation d'expérience est assez bien connu en français, mais il est aussi également utilisé dans d'autres langues différemment. Et Alice, tu vas nous en dire un petit peu comment c'est utilisé ailleurs. Voilà, donc certains d'entre vous vont mieux connaître le terme systématisation qui est utilisé en Amérique latine, mais on peut aussi utiliser des mots qui viennent de l'anglais comme la documentation et l'utilisation des expériences. Et même au sens plus large, on peut aussi parler de knowledge management, donc de gestion de connaissances. Donc, il y a beaucoup de termes qui vont référer à un même objectif, et c'est d'apprendre au cours de nos processus et améliorer nos pratiques. Alors, vous allez me demander, mais quels sont les avantages de cette capitalisation d'expérience? Alice,
c'est quoi le premier avantage, à ton avis? Voilà, le premier avantage de la capitalisation, c'est améliorer l'apprentissage. Donc, on va apprendre à apprendre en tant qu'individu et en tant qu'organisation. Alors, un des deuxièmes avantages, c'est éviter la perte des savoirs. Donc, c'est ce qu'on dit, on ne va pas réinventer la roue. Il faut éviter de perdre des savoirs. Il y a une certaine mémoire institutionnelle et donc c'est important qu'on la maintienne et qu'on l'utilise. Donc voilà, éviter la perte des savoirs. Ça va aussi contribuer à accroître l'efficacité et l'efficience. Donc, on va arriver au résultat souhaité avec un meilleur investissement des ressources qui sont souvent maigres, tant qu'en temps et en personnes. Et puis, ça va nous permettre de gérer et de générer les changements. Alors, générer des changements parce qu'en fait, si on fait de la capitalisation au cours de notre expérience, on va se rendre compte qu'effectivement, le projet tel qu'il a été conçu et tel qu'il est mis en œuvre ne correspond pas entièrement. Donc, il faut établir des petits changements. Et donc, cette capitalisation va pouvoir de faire des changements en cours de mise en œuvre, ou bien alors, quand on projette d'aller dans une autre phase, va permettre d'établir et générer ces changements pour la phase suivante. Si on fait un passage à l'échelle, également, on va pouvoir améliorer les choses. Donc, générer des changements, c'est changer et aussi s'adapter aux changements auxquels on est confronté. La capitalisation d'expérience va aussi aider à former nos équipes et nos réseaux. Donc, c'est un processus participatif. Ça va rassembler des gens autour d'un même sujet et augmenter leur intérêt et leur participation. On peut le voir aussi comme un exercice de team building. Tout à fait. Et puis, en fait, un des autres avantages de la capitalisation d'expérience, c'est que grâce à d'avoir décortiqué, d'avoir permis de bien argumenter, de comprendre les tenants, les aboutissants, en fait, on va avoir tous les éléments dont on a besoin pour faire du plaidoyer, pour influencer des politiques. Donc, parce qu'on arrive à mieux gérer les tenants et les aboutissants et qu'on a toute la logique qui est bien démontrée. Donc, voilà. Ceux-ci sont notamment les avantages qu'on peut avoir avec la capitalisation d'expérience. Et Alice, à qui le cours s'adresse? Donc, on a un peu vu au cours des 6 sessions des profils très différents dans les sessions. Donc, on voit aussi que ce cours peut s'adresser à beaucoup de fonctions différentes. Si vous avez des collègues dans vos équipes qui n'ont pas pu participer, toutes les sessions restent en ligne, disponibles pour révision et bien sûr, le cours en ligne sera là. Donc, ce serait peut-être pas une mauvaise idée de convaincre vos coéquipiers de aussi partager dans ce cours. Autant les chefs d'équipe et les managers, le personnel technique, les responsables de suivi et évaluation et les professionnels de la communication et de l'information, tout autant que bien sûr ceux qui vont se spécialiser dans la gestion du savoir, peuvent bénéficier de ce cours sur la capitalisation. Voilà, donc maintenant on vous a dit ce qu'était la capitalisation, quels en étaient les avantages, à qui ça s'adressait. Et maintenant, le petit récapitulatif va aussi reprendre un petit peu la série de webinaires que nous avons eus. Donc, dans le premier webinaire que nous avons eu, nous vous avons présenté en quoi la capitalisation était importante. On vous a également expliqué qu'il y avait tout un cycle, et c'est le cycle que nous avons utilisé pour ces webinaires et aussi pour le cours en ligne. Et donc, il y a 3 phases, préparer, mettre en œuvre, valoriser. Et tout autour de ces 3 phases, vous avez le mot faciliter. Car en fait, comme c'est un processus participatif, il est important qu'il y ait de la facilitation.
Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans l'unité 2, elle est entièrement consacrée à la facilitation. Et Alice, dis-nous quelques mots, s'il te plaît, sur ce qu'est la facilitation et le rôle que peut avoir cet animateur, ce facilitateur. Voilà, donc on a aussi discuté de cela dans les webinaires précédents. Donc un facilitateur ou un animateur, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien sûr, mais c'est quelqu'un qui va être responsable de guider le processus de la discussion. Les personnes qui sont dans le groupe vont donner le contenu, les informations, leurs opinions, leurs réflexions, mais un facilitateur va aider ce groupe à arriver à des conclusions et des résultats qui peuvent être partagés. Donc, il est en fait au service du groupe pour leur aider à avancer dans le processus de capitalisation. Dans ces différentes étapes, cette personne sera utile. Sophie? Alors, oui, donc en fait, dans cette unité 2 spécifiquement dédiée à la facilitation, on vous expose un certain nombre de méthodes et d'outils qui vont pouvoir vous aider. Et le récapitulatif de tous ces outils est repris dans les diapositives ici. Nous avons 25 outils et méthodes qui sont répartis en fait tout au long du cycle. Et donc, on va les retrouver aussi bien dans la phase de cadrage, de planification, de collecte d'informations, d'organisation, de documentation, de partage, et puis pour l'adoption, l'adaptation, la mise à l'échelle, ainsi que l'intégration au niveau de son organisation. Et donc, voilà, ça c'est le tableau récapitulatif et vous allez pouvoir, en allant dans le cours, avoir des explications sur chacune de ces méthodes et chacun de ces outils. Donc, dans le deuxième webinaire, on avait regardé la partie du cycle qui est préparer le processus de capitalisation. Pour préparer le processus, on avait deux parties. On va cadrer, donc bien spécifier ce qu'on veut capitaliser et on va planifier le processus de capitalisation dans son entièreté. Pour préparer, on va travailler en trois étapes. Dans la première étape, on a regardé pourquoi on va capitaliser, pour qui on va le faire et qu'est-ce qu'on va faire, le quoi. Dans la deuxième étape, on va regarder avec qui et quand. Et dans la troisième étape, on va regarder comment ça a été fait. Alors, je reprends ce qu'a dit Alice. Donc, pour savoir exactement ce sur quoi nous allons capitaliser, pourquoi et pour qui, vous pouvez retourner les choses, c'est aussi itératif, vous pouvez retourner les choses dans plusieurs manières. C'est pour ça que dans notre leçon, là, on montre l'objectif, le public, l'objet, mais vous pouvez choisir l'objet, mais pour quel public, dans quel objectif. Et donc, il faut aussi que vous sachiez, alors, si vous le faites, avec qui vous allez le faire, si c'est pour les gens du projet, est-ce que c'est pour les gens qui ont été impliqués, est-ce que si c'est pas un projet, si c'est une thématique qui fait partie de cette thématique, qui la gère, connaître depuis l'échelle la plus basse jusqu'au décideur politique qui doit intervenir. Donc voilà, et réfléchir un petit peu à qui on doit impliquer et pour qui on le fait. Et dans les objectifs, vous pouvez avoir différentes raisons et plusieurs raisons concomitantes. Donc, vous voulez générer des changements, ça faisait partie des avantages. Vous voulez améliorer l'efficacité, ça faisait aussi partie des avantages. Si vous voulez mener des actions de plaidoyer
ou plutôt si vous voulez partager ce que vous faites avec d'autres et vous voulez en fait les partager à plus grande échelle. Donc voilà, ce sont l'importance de bien cadrer dès le départ, de bien savoir pourquoi, pour qui, comment on va le faire et de bien planifier. Voilà. Et donc, on peut passer à l'unité suivante. Ensuite, nous avons couvert la partie mettre en œuvre le processus de capitalisation. Donc, cette partie de mise en œuvre a été couverte dans les webinaires 3 et 4 et consiste de 4 parties. Donc, la première partie, c'est collecter et organiser. Donc, on va identifier les informations, on va sélectionner les sources et définir les méthodes de collecte et on va organiser et stocker les informations dont on aura besoin pour notre capitalisation. Ensuite, on va analyser. Donc, ici, on va vraiment regarder en détail les informations qu'on a pu collecter et on va les analyser. Et tout comme pour toutes les autres étapes, comme Sophie l'a déjà mentionné, il y a des outils de facilitation qui peuvent vous aider à faire cela. Donc, si on passe à l'analyse, comment est-ce qu'on analyse? Vous avez peut-être découvert qu'une pratique donnée avait bien fonctionné. Donc, c'est une constatation. Ça, c'est le quoi. Mais en quoi est-elle susceptible de continuer à bien fonctionner à l'avenir? Donc, il faut qu'on analyse quels ont été les facteurs de succès. Et là, on va essayer de comprendre si ces facteurs, quand ils sont répétés, peuvent être utiles pour la suite. Donc, ça, c'est la généralisation. Alors, quoi? Et par conséquent, vous devriez continuer à privilégier cette pratique. Donc, ça va être des conseils pour, en fait, une mise en pratique plus tard. Et ensuite quoi? Donc voilà, quoi? Alors quoi? Et ensuite quoi? Un autre aspect très important quand on travaille sur l'analyse, c'est analyser ce qui s'est passé pour reconstruire afin de se projeter dans le futur. Et s'il y a deux mots que vous devez retenir ici, c'est comment et pourquoi. Comment avons-nous réalisé cette activité et ensuite, pourquoi cette activité a bien marché ou n'a pas bien marché. Et ceci nous permet d'aller un peu plus loin dans la phase de documentation qu'Alice va nous présenter. Voilà, donc ensuite, dans le webinaire 4, nous avons couvert la partie de la documentation. Et on a aussi regardé dans cette partie, les produits de communication. Donc, on pourra documenter de différentes façons. On pourra travailler sur des produits écrits, mais aussi sur des produits visuels tels que des infographies, des posters, des dessins humoristiques, des produits audio comme les émissions ou les feuilletons radiophoniques ou les interviews, mais aussi des produits vidéo comme des vidéos de formation ou des vidéos participatives. Et bien sûr, très important aussi, les produits pour le web qui peuvent être partagés largement. Ensuite, nous passons en fait aux canaux de communication. Quels sont les canaux de communication que nous pouvons utiliser lorsque nous voulons partager? Alors, il y a les canaux tout à fait conventionnels comme les médias de masse, TV, radio, presse écrite. Il y a des documents imprimés, de la publicité extérieure comme les grandes affiches que vous avez sur la route, par exemple. Puis, nous avons les canaux numériques que nous utilisons énormément aujourd'hui, tels que le courriel, les médias sociaux, les sites web, des communautés de pratique en ligne comme celles que nous avons avec le D-Group,
des blogs sur lesquels nous expliquons ce que nous faisons, nous partageons nos expériences ou bien même nos états d'âme. Et puis, le partage de fichiers, nous avons plein de techniques maintenant pour partager. Et une chose que beaucoup de nous avons, c'est donc le téléphone portable, le mobile et toutes les applications qu'on peut avoir lorsqu'on a un smartphone. Au niveau de tout ce qu'on peut avoir comme canaux en face à face, nous aimons beaucoup les foires de partage, les foires de partage de connaissances, parce que là, on vient faire son marché au marché au savoir. Le théâtre, le théâtre communautaire est aussi une très bonne technique et un très bon canal pour pouvoir faire passer des messages, des informations, des connaissances. Et les visites d'échange, aller voir sur place ce qui se passe et pouvoir bénéficier des expériences des autres en allant sur place. Voilà. Et dans notre unité 4, nous avons été encore un petit peu plus loin, n'est-ce pas, Alice? Voilà, nous avons aussi abordé le partage, donc c'est bien de documenter, mais après, il faut aussi partager avec toutes les personnes qui pourraient bénéficier de cette information et s'assurer que ça leur parvient d'une façon qui convient à notre public cible. Alors, évidemment, gestion des connaissances et de l'information pour le changement. En fait, il ne faut pas uniquement documenter, il faut bien sûr qu'on valorise les enseignements tirés du processus. Et il ne faut pas qu'ils restent sur des tables ou qu'ils aillent dans des placards. Donc, il faut les mettre en valeur et il faut les partager avec d'autres. Et surtout aussi qu'on puisse améliorer en interne, qu'on puisse partager et faire répéter éventuellement à d'autres ou de passer à l'échelle. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette unité 5. Effectivement, donc dans le webinaire 5 et l'unité 5, on peut regarder en détail tout ce qui est générer les changements et comment les valoriser. Donc, on va parler d'adopter, adapter et passer à l'échelle et aussi l'intégration de la capitalisation. Donc, en fait, c'est pour ça que dans la communication pour le développement, on parle de l'échelle de l'adoption. Et l'échelle de l'adoption est aussi abrégée en anglais par ACAP. ACAP, c'est l'awareness, donc la prise de conscience. Le K, c'est pour les connaissances, knowledge. Le A, c'est pour attitude. Et le P, c'est pour la pratique. Donc, en fait, quand on arrive avec quelque chose de nouveau, une expérience, on essaye de comprendre un petit peu de quoi il en retourne, quelles sont les approches alternatives. Puis, quand on est un adopteur, on essaye d'avoir des informations supplémentaires et des connaissances supplémentaires pour savoir qu'est-ce que je dois faire si je veux le mettre en œuvre. Et donc, on va changer aussi d'attitude parce qu'on s'est forgé une opinion favorable. Et donc, on va pouvoir passer à la pratique et donc intégrer entièrement l'approche. Voilà mais Alice, il y a également des autres définitions donc, qui sont sur l'adoption, l'adaptation et la mise à l'échelle. Effectivement, donc on va vite parcourir ces définitions pour en savoir un petit peu plus. Donc l'adoption, c'est l'utilisation d'une nouvelle façon de faire et elle peut être généralisée, planifiée ou spontanée. L'adaptation doit tenir compte des différences spatiales et temporelles. Donc on a une pratique qu'on va adapter dans un autre contexte. Il y a des modifications qui sont apportées à une approche pour la rendre apte à un nouveau contexte. Et puis, il y a un passage à échelle où on va augmenter le nombre de bénéficiaires d'une pratique.
Donc, une pratique qui a bénéficié certaines organisations paysannes peut aussi bénéficier à d'autres organisations paysannes. Ceci est axé sur l'obtention d'un plus grand impact en termes de réduction de pauvreté dans le monde. Donc, dans cette unité 5, qui était d'ailleurs notre dernier webinaire, le webinaire 5, nous avons également parlé de l'intégration, de la valorisation, mais en intégrant ceci en interne. Et donc, c'est d'une certaine manière, comment est-ce que la capitalisation va faire partie des pratiques de votre organisation donc, ce qu'il faut faire pour que ça devienne quelque chose de naturel. Et nous allons maintenant vous montrer les différents types de capitalisation, car en fait, il ne faut pas commencer tout de suite de manière très compliquée. Et donc, on peut commencer par un exercice de capitalisation qui est tout à fait ponctuel, c'est-à-dire qu'on veut tirer des enseignements d'une expérience, d'un processus unique. On fait appel aux acteurs en externe et en interne. Le cadrage de l'expérience peut être ou pas prédéfini et les connaissances acquises lors de la mise en œuvre du processus ponctuel, elles profiteront pour le prochain exercice. Donc, si on va un petit peu plus loin, on arrive au premier stade de la culture de la capitalisation. Ici, il y a déjà une volonté d'utiliser ce processus pour instaurer une culture de la capitalisation. Donc, on ne va pas seulement le faire une fois, mais on a déjà la volonté de le faire de façon plus systématique. Il y aura la participation de plusieurs types d'acteurs, internes et externes à différents niveaux, et les projets et les thèmes font l'objet d'un consensus. Ici, des enseignements sont tirés et les acteurs renforcent leurs compétences et la culture de la capitalisation se développe petit à petit. Donc, on va encore un petit peu plus loin. On va choisir les mécanismes de capitalisation qui commencent à être mis en place. Donc là, quand ça commence à être mis en place, on va élaborer un plan stratégique pour la capitalisation d'expérience au sein même de l'organisation. Et donc, on va aussi faire participer les acteurs en interne, en externe à tous les niveaux. Et l'organisation commence à mettre en place un mécanisme de cadrage systématique. Et donc, en fait, ça va devenir, l'organisation va pouvoir tirer profit de cette pratique habituelle de la capitalisation, puisqu'elle va tirer tous les avantages dont on vous a parlé plus tôt. Et puis finalement, on va arriver à la pleine intégration de la capitalisation. Donc ici, la capitalisation d'expérience est pleinement intégrée dans l'organisation. La participation de tous les acteurs est systématique et les expériences sont cadrées de façon systématique en fonction des objectifs organisationnels. Ici, les avantages cumulés vont faire de votre organisation une organisation apprenante. Mais comme vous avez vu, il y a un long processus pour en arriver là et on le fait pas par pas. Tout à fait. Donc, vous avez vu maintenant tous les différents types de capitalisation. Il ne faut pas commencer tout de suite de manière très compliquée. Donc, voilà. Maintenant, je sais que certains ne sont arrivés qu'aujourd'hui, d'autres ont déjà assisté aux autres webinaires. Et ceci est un petit jeu de rôle. Parce que généralement, quand on entend les sceptiques, ils sont là en train de nous dire « Oh, c'est pas vraiment nécessaire, c'est facultatif. » Donc, maintenant, à vous de jouer. Je vous donne la parole. Celui qui a une réponse, ce n'est pas nécessaire, c'est facultatif, qui lève sa main dans réaction, vous pouvez lever votre main pour donner la réponse. Alors, qui a la réponse? C'est vraiment pas nécessaire.
C'est facultatif. Vous êtes tous convaincus que c'est facultatif? Jean-Baptiste. Non, on n'a pas dit Oui, que c'est merci facultatif. beaucoup. En fait, à partir de cette formation, nous avons découvert beaucoup de choses. État dans des organisations, le fait que les gens ne savaient pas l'importance de la capitalisation, ils confondaient l'évaluation à la capitalisation, ce qui les amenait maintenant à dire que la capitalisation n'est pas vraiment nécessaire parce que un tel exercice s'est fait lors de l'évaluation. Mais à partir de ce que nous venons d'apprendre ici, et en apprenant même la différence avec l'évaluation et capitalisation, donc on comprend vraiment que la capitalisation est nécessaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé sa main pour donner une réponse. On vous écoute et je note les réponses dans le chat. Amadou. Bonjour, c'est Anthony Abdelkarim du Niger. Moi, je pense que ce processus est facultatif, surtout dans les projets de repas, et surtout quand il y a une insuffisance de moyens financiers qui a été planifié pour la capitalisation. Deux fois, les gens se trouvent beaucoup plus derrière le résultat que derrière la capitalisation parce qu'on est beaucoup plus jugé à travers le résultat qu'à travers le produit qui a été capitalisé. Donc, c'est pour ça que peut-être on pense que c'est facultatif, mais à travers le webinaire, on a compris que la capitalisation facilite l'exécution. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois c'est Amadou qui vient de parler? C'est Al-Khali Al-Karim. Non. Alors, mais je Amadou. parle quand même. Oui. Merci beaucoup. En fait, pour moi, vraiment, ce n'est pas facultatif. Quelque part, nous avons aussi de l'efficience. Parce que pour démarquer de soucis professionnels, il nous faut savoir comment nous menons nos activités et quelle est la valeur ajoutée de ces activités et comment nous pouvons faire mieux après. Voilà, toujours on est à ce regard et sur la base vraiment des contenus qu'on a suivis, nous comprenons très bien, non seulement nous apportons une bonne officière, mais aussi nous faisons évoluer les connaissances. Voilà, merci. Merci beaucoup, c'est super. Malik Faye. Merci beaucoup, Sophie. Je pense qu'en fait, je n'ai même plus grand-chose à ajouter à ce que les collègues ont dit. Hein. En réalité, quand on a suivi depuis le début, on se rend compte que ça apporte de la valeur ajoutée à ce qu'on fait. Et ça permet vraiment d'aider à mieux voir comment les choses ont fonctionné, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, comment on peut, pour le futur, redresser si on reprenait l'expérience ou si ça a bien marché, effectivement, comment d'autres peuvent en profiter. Donc, vraiment, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. C'est vraiment pas facultatif. Merci. Merci beaucoup. Fatima. Bonjour Sophie, merci. En fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est que selon moi, d'après les informations qu'on a eues durant ces cours, bien que je n'ai pas suivi tous les cours, j'aimerais juste ajouter que la capitalisation est primordiale dans la vie d'une organisation, dans la mesure où elle nous permet de ne pas réinventer la roue, parce que parfois les projets et les programmes sont similaires qu'on déroule, et ça nous permet d'avancer rapidement, de rectifier les erreurs, de voir les avantages et les inconvénients afin de valoriser les autres programmes ou projets qui suivent. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois Mamadou.
Bonjour Alice, et merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Pour ne pas répéter ce que les collègues ont dit, la capitalisation, elle n'est pas facultative, elle est nécessaire, je dirais même très nécessaire, partant même de la définition qui nous dit elle permet d'analyser et documenter et partager les expériences acquises. Donc, en partant ça nous permet vraiment de corriger les erreurs du passé, s'améliorer et faire profiter d'autres vraiment de cette expérience. Je vous remercie. Merci beaucoup. Faire profiter d'autres des expériences. Impeccable. Moudou. Moudou Alpha. Nias. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Bon, je vais m'inscrire dans la même logique que mes collègues, hein, parce que pour moi, c'est très nécessaire car le partage de connaissances nous permet de s'inscrire dans l'amélioration continue, en fait. Et quand on dit amélioration continue, on dit aide à la prise de décision, c'est-à-dire on doit mettre à l'échelle l'expérience, oui ou non. Bon, on doit corriger certains aspects, oui ou non. Ou bien on doit, voilà, tout simplement exclure cette expérience parce que ça va pas, enfin, ça ne marche pas avec la communauté. Voilà, donc cette session de partage d'expérience vraiment aiderait beaucoup, en tout cas, à la prise de décision, surtout dans la mise à l'échelle ou bien dans la continuité de la chose, quoi. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, ça, c'est super parce que vous donnez plein de réponses. On va voir maintenant les questions auxquelles vous avez déjà répondu. Parce que je vois qu'il y a plein de doigts levés, de mains levées. Donc, je passe à d'autres questions aussi. Ah, mais nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas assez de ressources humaines et financières. Nous n'avons pas les compétences. Pourquoi s'en soucier maintenant? On s'en occupera à la fin. Nous avons peur de partager des expériences négatives. Mais qui en profitera vraiment? Ça me semble compliqué. Alors, est-ce que Mohamed voudrait répondre à une de ces questions? Mohamed Bouana? Sinon, je peux passer la parole à Patrick. Patrick Rassamolina. Concernant, pour ma part, je voudrais dire que la capitalisation, dans lequel je travaille, il y a des membres de l'équipe qui se disent non, on n'a pas le temps pour réaliser ça parce que c'est pas important pour le moment. D'autant plus, je n'a pas ça. Mais moi, je dis que par rapport à ce qui a été pris du monde, je pense que ce sont des problèmes parce que déjà, dans le cadre de la société, à partir de cette formation-là que j'ai pu m'apercevoir que la capitalisation, au-delà de partager ses expériences avec les sociétés, il est d'abord essentiel pour le projet en lui-même parce que le fait de capitaliser en des démarches de projet tout au long du projet permet d'améliorer. Patrick, on vous entend de manière hachée. Puis-je vous suggérer d'écrire dans le chat votre réponse? D'accord. Je vous remercie parce que c'est difficile de pouvoir vous suivre. Ok, alors, Caroline Ouedraogo. Bonjour tout le monde, je suis Caroline Ouedraogo du Burkina. Je suis en voyage, je ne suis pas sûre que la connexion est bonne. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend, on vous entend. Merci beaucoup.
Alors, pour ce que j'ai entendu, en tout cas, puisque je suis sporadiquement dans la réunion, voilà. C'était pour ajouter que l'autre défi, moi je vais parler en termes de défi maintenant de la capitalisation, au-delà de tout ce que ça permet de faire, c'est maintenant que la question de l'implication des structures pérennes dans la capitalisation, parce que nous savons qu'aujourd'hui, nous l'opérons généralement dans le cadre des projets. Et c'est de mettre en place des dynamiques qui nous permettent, au-delà des projets de pouvoir valoriser les produits de capitalisation, les résultats au-delà des projets, pour que ça impacte véritablement les États. Parce que pour que ça puisse effectivement aider à la prise de décision, il faut que l'ensemble des acteurs puissent entrer dans cette dynamique. Malheureusement, dans beaucoup de nos expériences, elles sont limitées à certains programmes, voire à certains projets. Donc, c'est de voir aussi dans les dynamiques comment on peut intégrer le plus grand nombre et surtout s'adosser sur des institutions qui sont durables au-delà de la durée des projets pour permettre que les impacts pour les mises à l'échelle, pour les réplications puissent être les plus réussis possibles pour impacter effectivement la vie des populations pour lesquelles nous agissons. C'est cette contribution-là que je voulais apporter. Merci beaucoup, Caroline. Nous l'avons intégré. Youssoufa Siméon. Youssoufa. Oui, merci. Merci, Sophie. Bonjour à tous. Alors, je rebondis simplement sur ce que Caroline a dit en répondant, essayant de répondre à la question qui en profitera. Alors, cette question de la durabilité, cette question de pérennisation et de prise en charge par les acteurs eux-mêmes. Donc, pour dire que si c'est dans le cadre d'un projet, tous les acteurs qui contribuent, qui sont bénéficiaires, qui sont, qui sont actifs, vont profiter de cette capitalisation-là. C'est un lien, par exemple, à la question, nous avons peur, je dis, on appelle à la vie, nous avons peur de partager des expériences négatives. Alors, s'il y a des expériences qui sont négatives, mais d'autres qui verront dans qu'on appelle dans le cadre de la capitalisation, pourront s'inspirer de ce qui a été appris comme leçon et ne plus commettre cette erreur-là. D'autre part, que ce soit aussi bien avec des bienfaiteurs comme les ONG, par exemple, ou les porteurs de projets, ce sera aussi un moyen de se dire, ben, écoutez, nous avons vécu ceci, d'autres peuvent faire la même chose, comme disait Caroline tout à l'heure, dans le sens de la réplication, mais le mot-clé pour moi ici, c'est la durabilité qu'on tire de cela et puis l'appropriation ou alors la prise en charge par les acteurs locaux qui sont bénéficiaires mais qui deviennent finalement des acteurs mais aussi de futurs formateurs. Merci. Merci beaucoup, Youssoufa. Je vois le prochaine main, c'est Nga et Tordina. Bonjour, j'espère que vous me suivez. Oui, on vous suit très bien, merci. Merci Sophie et merci Antoinette parce que, bon, en fait, je voulais simplement dire que par expérience, effectivement, c'est un processus nécessaire, mais ça dépend aussi de la compréhension de l'équipe dans laquelle on se trouve. Je me suis confronté un peu à un petit souci. Ben surtout, c'est pour répondre à la question pourquoi s'en soucier maintenant? Nous nous en occuperons plus tard. Mm-hmm. Et dès le début du projet, c'est bon, le projet sur lequel je travaille a démarré déjà, ça fait 1 an et demi, c'est pour une durée de 5 ans. Dès la première année, quand j'ai fait une note conceptuelle pour mettre en place le dispositif, donc, ou bien le système de capitalisation, je me suis confronté à une question pour dire non, on n'a pas suffisamment de données et sur le suivi et évaluation, la capitalisation peut venir après quand on aura suffisamment de données. Et donc, c'était un problème de compréhension, effectivement, parce que les gens, ils confondaient un peu le suivi et évaluation et la capitalisation d'expérience.
Et ça, évidemment, c'est à travers cette formation que j'ai compris qu'il fallait convaincre l'équipe autrement pour donc savoir que le système peut se mettre dès le début du projet, indépendamment ou en lien avec le dispositif de suivi et évaluation. Voilà l'expérience que je voulais partager par rapport à la question « Pourquoi s'en soucier maintenant? Nous nous en occuperons plus tard. » Merci, super. Je note. Merci beaucoup. Je vois également Bernard Bizosa. Merci Sophie. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Bernard Bizosa. Je suis au Burundi. Je travaille pour l'ENABEL dans le programme de l'agriculture. Je vais revenir sur le point sur lequel on vient d'intervenir. Pourquoi s'en soucier maintenant? Nous nous en occuperons à la fin. En fait, le programme pour lequel je travaille maintenant, c'est un programme qui a duré longtemps, plus de 10 ans. Et justement, on n'a pas initié le processus de capitalisation dès le départ. Et là, c'est juste pour vous partager l'expérience. Maintenant, il y a des données qu'on n'a pas pu collecter ou, donc, je dirais, capitaliser à temps, mais dont on trouve que vraiment, on en a besoin actuellement pour nos rapports, pour partager, mais on n'a pas pu collecter systématiquement ces données. Alors, d'après ce qu'on vient d'apprendre dans ce cours, je pense que c'est vraiment primordial d'initier le processus de capitalisation tout au début du programme, tout au début du projet. Évidemment, comme mon prédécesseur vient de le dire, je pense qu'il est très important d'amener toute l'équipe à s'approprier, à comprendre justement, je dirais, le fonctionnement, la manière dont on peut structurer ce processus de capitalisation et surtout pour justement après éviter que certaines personnes pensent que ça prend beaucoup de temps, que peut-être ça pourra leur empêcher de faire d'autres activités. Et là, comme on le dit normalement, au niveau des avantages que ça permet d'être efficace et efficient, je pense que justement, si chacun comprend dès le départ ce qu'on attend de lui à son niveau et qu'il essaie de collecter, de partager les informations à temps, le reste, je pense que ça reviendra au facilitateur ou au coordonnateur du processus de capitalisation. Voilà ma contribution. Merci. Merci beaucoup, Bernard. Très intéressante. Maintenant, je passe à Can Léonard. Et puis, Jérémy et Jean-Baptiste. Et puis, on arrête là. Can Léonard. Oui, bonjour à tous. Bon, moi, j'interviens depuis la Côte d'Ivoire. En fait, il est bien de partager des expériences négatives parce que ça nous permet aussi d'apprendre de nos échecs et ceux qui nous suivent aussi de pouvoir apprendre des échecs et d'éviter de les répéter ailleurs. Ça nous permet aussi d'améliorer notre apprentissage et de faire mieux dans les autres projets, quoi. Sinon, si on ne partage pas et que les autres ne voient pas les erreurs qu'on a commises et qu'il y a eu des incidences sur le projet qu'on a eu, comment ils pourront éviter cela si les mêmes problèmes arrivent à leur niveau? Donc, il est mieux de partager aussi des expériences négatives pour qu'on puisse apprendre de nos échecs et améliorer notre manière de le faire. Merci. Merci beaucoup. Tout à fait exact. Jérémy Agalia. C'est Jérémy Agalia Sindani. Je vous appelle depuis la République démocratique du Congo. Je suis de l'organisation ELAIS. Je voulais aborder le même point de peur de partager l'expérience négative.
Parlez bien auprès de votre micro, Jérémy, parce qu'on a votre voix qui s'en va. Oui, je disais, je voulais aborder le même sujet que mon prédécesseur par rapport de partage des expériences négatives. Je dirais que c'est une expérience qui est plus riche. Ça fait partie même de la capitalisation lorsqu'on partage des expériences négatives. Chez nous, dans la culture, on parle les oreilles ne dépassent pas la tête. Autrement dit, le petit enfant n'a pas l'expérience comparable à un adulte. Un adulte a de l'expérience parce qu'il a vécu longtemps, il a passé des étapes, il a donné aux petits, aux jeunes, la connaissance des expériences que lui, l'adulte, a passées. Pour dire que lorsqu'on partage les expériences négatives, ça nous consolide. Ça permet en ce que nous puissions plus tomber dans le même erreur. Lorsque j'ai dit que j'avais commis telles erreurs, j'avais échoué, et ça me consolide, ça me capitalise moi-même. Et cela, ça me permettra que prochainement, devant le même problème, je serai les supporter. Et ça permettra même, il y a d'autres personnes qui sont passées dans les mêmes étapes que nous, ils peuvent nous dire comment ils ont fait pour surmonter ces étapes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme des garde-fous pour en protéger? Dans les cas, par exemple, notre collègue près de nos prédécesseurs, ils ont commencé le projet sans mettre les notions de la capitalisation. C'est une expérience négative qu'ils ont vécue, mais nous autres, nous avons appris. Et avant de commencer un programme, nous ne pouvons pas être comme mon collègue, notre confrère prédécesseur. Nous devons le mettre au début de chaque projet ou bien chaque programme. Donc, nous ne devons pas avoir froid dans les yeux, nous ne devons pas s'éteindre quand il y a des expériences négatives. C'est une formation continue pour les autres. C'est en grosso modo ce que je voulais dire un peu. Merci, merci. Une formation continue pour tout le monde et c'est gentil parce que en fait, ça me rappelle que notre cours s'appelle capitalisation d'expérience pour un apprentissage continu. Donc, on est vraiment dans cette ligne-là. Et je terminerai avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, à vous la parole. Ok, merci beaucoup, Maman Sophie. Moi, je voulais un peu apporter mon point de vue par rapport à la question, aux questions. Nous n'avons pas l'État, nous n'avons pas assez de ressources humaines et financières. À mon avis, moi, je pense que ce qui manque aux organisations, c'est le fait d'abord, ils savent l'importance de la capitalisation, mais ils ne savent pas où commencer. Et pourtant, ici, quand même, pendant la formation, nous avons bien compris tout au début qu'il faut faire le cadrage, la planification. Alors, l'organisation ne sait pas commencer ou planifier. Et de là, il dit que l'organisation dit qu'elle n'a pas de ressources humaines. Et pourtant, tel que nous avons compris, les personnes impliquées dans la capitalisation, ce sont les mêmes personnes de l'organisation. Et ces mêmes personnes de l'organisation peuvent prendre la capitalisation comme une activité transversale parmi les autres activités. Je viens dans une organisation, une fédération des producteurs agricoles du Congo au site Kivu. Nous avons rencontré les pisciculteurs qui ont capitalisé leur expérience de l'accompagnement des pisciculteurs, de la production jusqu'au marché. Alors, moi, quand je leur avais demandé si c'était dans un projet, ils m'ont parlé que c'était parmi les activités qu'ont réalisé leurs animateurs sur terre. Donc, cela n'était pas un projet bien défini, mais ils ont voulu présenter cette expérience en disant capitaliser. Bien sûr, ça a été réalisé ou préparé d'une manière qui n'a pas tenu compte du processus de la capitalisation. Mais à la fin, quand même, ils ont produit un document qui peut être aussi partagé aux autres
et être répliqué dans les autres organisations. Donc, c'est ça, à mon avis, l'État est disponible, les ressources humaines et financières peuvent être aussi disponibles. C'est juste vraiment faire le cadrage et la planification. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vois, allez, je vais redonner la main à Mohamed, mais très peu de temps, comme ça on peut faire les autres choses qu'on voudrait faire un petit pôle avec vous. Mohamed. Merci, Madame Sophie. Vous m'entendez, non? Oui, très bien. Maintenant, le micro va bien. Très bien. Okay. Alors, au début, j'aime bien vous remercier, vous et Madame Alice, du travail que vous avez effectué. Donc, c'était très intéressant pour nous, les gestionnaires des organisations professionnelles agricoles. Alors, en revenant à vos questions, je pense que la réponse, vous l'avez déjà montré ce matin dans une slide en montrant les avantages de la capitalisation des expériences. Vous avez cité que ce processus permet l'amélioration de l'apprentissage, il évite la perte des savoirs et permet d'accroître l'efficacité et l'efficience de l'organisation. J'aime bien ajouter que l'échange des réussites, l'échange des échecs aussi est un processus qui permet d'élever les connaissances des apprentis. Il permet aussi d'éviter les mauvaises expériences, de répéter, c'est-à-dire les mauvaises expériences, et ça permet d'augmenter l'efficacité et l'efficience et permet de faire participer les gens au plaidoyer auprès des parties prenantes. Tout ceci peut donner comme résultat l'augmentation des revenus des membres des organisations professionnelles. Merci. Merci beaucoup. Écoutez, nous sommes tout à fait ravis de voir l'efficacité aussi de notre cours et de notre série de webinaires, car vous avez répondu parfaitement à toutes ces questions. Non seulement vous avez répondu, mais vous les avez intégrées. Ce qu'on voulait encore ajouter peut-être, c'est que quand vous commencez de la capitalisation, vous pouvez commencer petit à petit, donc c'est la stratégie des petits pas. Et pour le reste, donc, quand je regarde, vous avez répondu à tout. Je voulais juste aussi vous dire que, évidemment, notre cours en ligne, le futur MOOC, tout ça, ce sont en fait des outils qui vous permettront d'améliorer vos propres compétences et je vous vois déjà des très bons avocats de notre cause. Donc, mille merci. Ce que je voulais aussi signaler, c'est que pour les anglophones, nous avons cette série de webinaires qui a été faite en anglais. Nous l'avons également mise en ligne sur notre chaîne YouTube. Et donc, nous avons maintenant des playlists. Une playlist en français sur la capitalisation d'expérience, une en anglais sur Experience Capitalization. Donc, je vous invite à regarder le lien qui a été partagé avec nous par Francesco. Et donc, une fois de plus, nous vous mettons le lien sur l'académie numérique de la FAO. Donc, le cours, vous pouvez le faire en ligne et les bugs qui existaient ont été corrigés. Donc, je suis très heureuse de vous l'apprendre. Pour ce qui est de certains problèmes qu'ont rencontrés des participants, vous devez vérifier. Je vous conseille d'utiliser soit Chrome, soit Firefox, parce qu'il faut en fait, parfois il y a votre organisation a peut-être mis des blocs
qui ne permettent pas de pouvoir entrer sur la deuxième partie du cours en ligne. Donc, enlevez vos blocs si vous avez eu des difficultés à le faire. Avec ceci, j'aimerais faire un petit test avec vous. C'est juste savoir un petit peu où vous en êtes dans votre capitalisation. Nous sommes très curieuses. On voudrait savoir si vous avez commencé. Donc voilà, où en êtes-vous dans votre capitalisation? Et alors, vous avez plusieurs types de réponses possibles. Voilà où j'en suis dans ma capitalisation. J'ai commencé à cadrer le sujet de ma capitalisation. Ou bien, j'ai planifié mon processus. J'ai organisé les données et les informations collectées. J'ai analysé ce que j'ai collecté. J'ai documenté mon expérience. J'ai partagé mon expérience. Je suis en train de valoriser mon expérience. Je fais du plaidoyer pour intégrer la capitalisation dans mon organisation. Alors, à vous de jouer. Alors, pour l'instant, il y a un quart des… J'aurais peut-être dû mettre 9, je n'ai encore rien fait. J'attendais ce webinaire pour vraiment décider si j'allais passer à l'action. Allez, 42% ont déjà répondu. Allez-y, allez-y. C'est tout à fait anonyme, hein, donc on ne sait pas du tout qui répond. C'est juste pour avoir une petite impression de ce qui a été fait. Allez, 52%. Ne soyez pas timide. Bon, alors, je vous donne encore 5 secondes. À 5, je l'arrête et je vous montre les résultats. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc voilà, je vais arrêter maintenant et je mets fin au sondage. Voilà, et je partage les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats apparaître? Très bien. Donc, 34% d'entre vous ont déjà commencé à cadrer, 17 ont planifié, 7% ont organisé des données, 2 ont analysé, 10 ont documenté l'expérience, 2 ont déjà partagé l'expérience, 7% sont en train de la valoriser et 22 ont fait un plaidoyer pour intégrer la capitalisation dans leur organisation. Bravo, bravo, bravo. Je vois qu'on en est à toutes les étapes et donc c'est vraiment très, très intéressant. Je voudrais maintenant lancer un deuxième petit sondage qui est à combien de webinaires avez-vous participé? Un webinaire, bon, bah, c'est celui-ci uniquement. 2 webinaires, donc 3, 4, 5 ou 6. Donc, on est très curieuse de savoir si parmi vous, il y a des gens qui ont assisté à tous les webinaires et aussi savoir un petit peu comment les choses se répartissent parmi vous. Ah, ici, on va beaucoup plus vite que dans le pôle précédent. Nous sommes déjà à 60%, 62%. Très bien. Alors, je vais également faire le décompte. Allez-y, allez-y, tant qu'il est temps.
5, 4, 3, 2, 1. Je mets fin au sondage et je partage les résultats. Alors, c'est amusant, c'est presque pyramidal comme réponse, puisque 10% n'ont fait que participer cette fois-ci. Par contre, 14% à 2 webinaires, 13% à 3 webinaires, 16% à 4 webinaires, 23%, très bien, à 5 webinaires et 23% à 6 webinaires. Je vois que nous avons une très grande fidélité. C'est tout à fait merveilleux et très appréciable. Je vous remercie énormément de votre participation comme ça soutenue.